Johnny ou Oui, je vais Allô, allô. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être là, d'être venus aujourd'hui pour la conférence de Link by Net. Donc le thème de la conférence aujourd'hui, ça va être une introduction au cloud computing et précédé d'une présentation RH. Donc nous avons ici, représentant Link by Net, Johnny Da Silva, qui est responsable d'innovation et marketing, et Monsieur Cédric Laurendon, qui est responsable de recrutement chez Link by Net. Donc voilà la personne, voici la bien ciblée. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Monsieur Da Silva. Merci beaucoup. Alors, je vais juste essayer sans le micro pour voir. Est-ce que vous m'entendez? Ça va aller? Je crois que c'est mieux. Bon, peut-être je suis reprendre au milieu. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Johnny Da Silva. Je suis responsable de l'innovation et du marketing chez Link by Net. Je vous expliquerai vers la fin ce qu'est Link by Net, mais l'objet principal de cette présentation est une introduction au cloud computing. En introduction, parce que pour parler de cloud, il faudrait plusieurs jours, voire semaines de cours pour vraiment rentrer dans les détails. J'espère que cette présentation vous donnera envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, mon expérience à moi, c'est plus de 15 ans dans l'informatique. J'ai commencé en 1999 dans l'hébergement et l'infogérance. Et depuis 15 ans, j'ai fait plein de sociétés. France Télécom Hébergement à l'époque, qui est OBS maintenant, Colt Télécom et Link by Net. Donc toujours ciblé sur cet aspect hébergement et très axé cloud depuis plusieurs années maintenant. Je vais laisser la main rapidement à mon collègue sur la partie réseaux sociaux et notamment comment rester en contact avec nous après cette présentation. Bonjour, donc effectivement aujourd'hui vous allez nous dire, vous allez arriver en pleine période de recherche de stage, c'est le cas pour vous. Voilà, donc nous on a différents moyens sur lesquels on vous invite à nous suivre. On a tout d'abord le site institutionnel où on a l'actualité de Link by Net qui est à jour, les offres de stage. Si on a une page plus professionnelle sur lesquelles vous pouvez rentrer en contact, voir les différents interlocuteurs RH, opérationnels, creuser un peu leur métier sur la partie LinkedIn. Il y a aussi une page entreprise LinkedIn qui a mis à jour sur nos actualités, sur du partage d'articles aussi, sur le cloud, sur d'autres choses. Le Twitter, qui est pas mal, qui reste assez généraliste, dans le sens où il y aura des offres d'emploi, il y aura l'actualité Link by Net à destination interne et destination externe. Le Facebook, on va dire corp, de Link by Net, où là on va avoir plus des photos des collaborateurs, des événements, car on reste une entreprise dans un esprit très start-up. Alors je ne sais pas si vous nous connaissez, mais la photo que vous voyez sur le côté du toboggan, il est bien chez nous. Ça peut surprendre un petit peu, mais il est bien chez nous, c'est pas une photo prise comme ça. Donc du deuxième étage au rez-de-chaussée, on descend en toboggan. Voilà. C'est juste dans un esprit RSE, économie d'énergie, pour éviter de prendre l'ascenseur. Voilà. Voilà. Donc les deux pages Facebook, il y en a une qui est très axée carrière, où effectivement pour trouver toutes nos actualités axées, plus recrutement, plus RH en quelque sorte. Et surtout, ce qui est pas mal, là, les dernières actus sur qui peuvent vous aider dans vos études et sur la veille qui sont avec de Link. C'est ça? Sur les deux derniers, effectivement, c'est deux médias qu'on met à disposition au niveau de mon département. Donc le premier, un Scoopit, où on va regrouper l'ensemble des articles qui ont un intérêt dans notre secteur d'activité, et Œil de Link, qui est notre blog, où une fois par semaine, on va analyser l'actualité du monde de l'informatique, de l'infogérance, du cloud computing, du big data, etc., qu'on va condenser, qu'on va analyser et mettre à disposition des internautes sur ce blog. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil, il y a des articles vraiment très intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous et puis consulter un petit peu les offres qu'on pourrait vous proposer. Puis après, je reste joignable par LinkedIn, Twitter, téléphone, pigeon voyageur, ce que vous voulez. Vous passez par Achille, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence en tout cas. Merci.
Alors on va entrer dans le vif du sujet, voilà un petit peu le déroulé de la présentation. Avant de se jeter dans la définition du cloud, on va parler un petit peu d'historique, parce que le cloud est pas né de manière spontanée, il y a un vrai historique derrière, donc on va parler de la définition du cloud, des modèles de service, des modèles de déploiement, et on va rentrer un peu plus dans les détails d'architecture, des détails techniques. Encore une fois, on n'a que quelques heures à passer ensemble, donc on ne va pas pouvoir tout voir, mais j'ai essayé de condenser ce qui était le plus intéressant à mes yeux. On va pouvoir faire des démos sur plusieurs clouds, donc on a nos propres infrastructures chez Linkbynet, mais on travaille également avec Amazon, Azure et compagnie, on va le voir un peu plus loin. Et à la fin, un petit topo sur Linkbynet et le cloud, c'est comment nous, chez Linkbynet, on a mis en application tous ces nouveaux moyens pour pouvoir proposer à nos clients des plateformes toujours plus performantes et flexibles. Donc l'historique, on a commencé par un tas de câbles. Alors, avant 1990, je ne sais pas si vous étiez tous nés à ce moment-là, donc c'était l'époque des dinosaures, on utilisait ce qu'on appelait du on-premise. Alors, je précise que cette notion d'évolution, c'est la vision que c'est pas une analyse scientifique de l'évolution de l'informatique qui a été réalisée, hein, c'est ma vision à moi, de mon expérience dans mon parcours professionnel. Donc avant que je commence à travailler, parce que c'était donc en 1990, les infrastructures informatiques étaient généralement dans les entreprises. On appelait ça du on-premise. Donc c'était l'époque des dinosaures, où effectivement, dans une entreprise, on avait une salle informatique, il fallait mettre de la clim, il fallait redonder les accès électriques, il fallait avoir des baies, il fallait avoir suffisamment d'électricité, et puis on avait une équipe informatique interne qui gérait tout ça. Ça fonctionnait comme ça fonctionnait, mais c'était les premiers prémices de l'évolution de l'informatique qui va nous amener jusqu'au cloud. Vers les années 1990, il y a eu une grosse évolution en termes de télécommunications, donc le développement d'Internet, un vrai boom, et un nouveau moyen de communiquer, un nouveau moyen d'utiliser l'informatique dans la communication en poussant des sites institutionnels sur le web, en utilisant les réseaux de télécommunications pour échanger des données. Le mail a commencé à surgir, etc. À partir de là, des sociétés comme Linkbynet, dans les années 2000, ont commencé à créer une nouvelle activité liée à l'externalisation. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient des infrastructures on-premise ont commencé à développer donc, des sites internet qui étaient positionnés chez des prestataires externes. Les sites internet, évidemment, ça doit être disponible 24 heures sur 24, ça doit être joignable de partout dans le monde. Donc des vraies problématiques liées aux infrastructures on-premise dans les entreprises qui n'étaient pas adaptées. Donc Internet a démocratisé ces aspects réseau et des nouvelles structures ont permis de faire de l'externalisation de data centers. Donc des data centers ont été créés un peu partout dans le monde de manière intensive et ces gens qui avaient des infrastructures on-premise ont commencé par déposer des sites Internet pour commencer dans ces sociétés. Et puis voyant que le niveau de service était de qualité, que les gens étaient disponibles 24 heures sur 24, que la sécurité était assurée, etc., on commençait à transférer le récit interne vers ces plateformes externalisées. Donc outsourcing en anglais, c'est vraiment depuis les années 2000 où on a vécu ce transfert de l'informatique dans les entreprises vers l'extérieur. Et c'est donc par ce biais que Linkbynet a commencé à se développer. En 2005, les sociétés comme Linkbynet et bien d'autres se sont retrouvées avec des centaines et des centaines de serveurs clients à gérer et des vraies problématiques de gestion électrique, de capacité, de coûts, d'industrialisation. Donc ça devenait très complexe et on a commencé donc à cette époque à virtualiser les équipements. Donc on va zoomer un peu plus sur ce qu'est la virtualisation, je pense que vous connaissez déjà peut-être un peu le principe, mais l'idée c'est de transformer des centaines voire des milliers de serveurs physiques en serveurs virtuels qui vont être stockés sur une infrastructure de quelques gros serveurs. Le gros avantage de ça, en termes de maintenance, c'est que comme on n'est pas rattaché à un matériel, si le matériel tombe en panne, ce qui arrive assez régulièrement, la machine reste disponible parce qu'elle va déménager entre guillemets d'une machine physique à une autre. Donc ça a un vrai impact pour les outsourceurs et les sociétés qui ont été créées pour gérer l'externalisation. Leur KPI, la clé de la performance de leur service, c'est la disponibilité.
Donc la virtualisation a vraiment permis de développer de nouveaux services et de rendre un service encore plus fiable pour nos clients. Et enfin, en 2008, on a commencé à voir surgir le cloud computing. Donc on va le détailler après ce que c'est, mais donc c'est vraiment une évolution qui a été réalisée. Alors vous le constatez, en 2008, mais en 2014, on est toujours le cas, les dinosaures dans le monde de l'informatique n'ont pas disparu. Il y a toujours des infrastructures on-premise chez nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une technologie ne remplace pas l'autre. On va s'appuyer sur des anciennes technologies pour pouvoir monter en gamme. Alors, petite question, on ne s'est pas arrêté en 2008 sur les évolutions. Est-ce que vous avez une idée de la grosse technologie qui pourrait être au-dessus de cloud computing? Si je vous montre ça, Big Data, très bien. Voilà. Donc effectivement, on est déjà sur le cloud computing est déjà une technologie entre guillemets pas dépassée parce qu'on l'utilise, mais elle est dans la pyramide qui est montrée ici, utilisée pour d'autres besoins, et notamment le big data qui va s'appuyer fortement sur les infrastructures de cloud computing, et on va comprendre pourquoi juste après. Parce que le big data, il y a des contraintes assez importantes en termes de volumétrie, de performance, de calculs qui sont réalisés à des instants définis et pas dans une grande période de temps. Donc tous ces éléments font que le cloud computing permet vraiment l'émergence et le développement du big data. Donc on va rentrer un petit peu dans la définition du cloud. Donc le premier élément, c'est qu'il y a un institut, le NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui a été mandaté par le gouvernement américain pour définir ce qu'est le cloud. Donc, avant de commencer à expliquer ce qu'est le cloud, je trouvais intéressant de parler de ces 5 critères qui ont été retenus. Le premier, un cloud, c'est une infrastructure informatique, donc de la puissance de calcul, des logiciels, enfin, tout type d'éléments informatiques, qui est en libre service. C'est-à-dire qu'un utilisateur se connecte sur une plateforme et déploie lui-même son infrastructure ou son logiciel. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Si on revient sur la virtualisation, l'externalisation, si on retourne à ces époques-là, en 2000-2005, les clients ne déployaient pas eux-mêmes les serveurs. Ils mandataient une société pour installer des serveurs, ils poussaient leur code dessus, mais tout ça n'était pas en self-service. Donc le self-provisioning, le libre service, c'est vraiment un critère important du cloud computing, tel que le définit le NIST. Mais je suis assez en phase avec cet élément-là. Accessible par le réseau. Alors, ça peut paraître bête, mais alors, on parle de cloud, de nuage, voilà, c'est sur Internet un peu partout. On n'a pas de lien vraiment physique avec ces infrastructures. Ça peut être hébergé aux États-Unis, en France comme en Australie. Donc l'accessibilité de ces plateformes se fait via un réseau, forcément, et principalement Internet, mais pas que. On le verra plus tard dans les différents modes d'implémentation de cloud. Il faut que les ressources soient mutualisées pour une problématique de gestion de coûts. Donc on va, avec la virtualisation notamment, mutualiser des ressources informatiques à plusieurs clients ou plusieurs projets. Il faut que la plateforme soit élastique, à la hausse comme à la baisse. C'est vraiment une caractéristique du cloud computing. J'ai besoin de serveurs, je peux... Donc l'élasticité, elle se fait à 2 niveaux. Il y a l'élasticité horizontale, j'ai besoin de serveurs supplémentaires, je fais clic-clic, paf, j'ai 10 serveurs en plus. Donc ça, c'est l'élasticité horizontale, je peux réduire aussi. Et l'élasticité verticale, c'est que j'ai besoin que ma machine soit plus grosse, plus de RAM, plus de CPU à un instant T. Je suis capable, via les API mises à disposition par le fournisseur, de faire grossir ma machine pendant un instant T, le temps de réaliser mon calcul. Donc l'élasticité est le 4e critère retenu par le NIST. Et le dernier, qui a un impact très important qui est un peu le succès du cloud computing aujourd'hui, c'est la facturation à l'usage. Avant le cloud computing, les sociétés comme LinkMyNet engageaient les clients sur une période donnée. C'est un peu comme les téléphones portables. Vous preniez un abonnement pour 12 mois ou plus. C'est ce qu'on faisait avec nos clients. On faisait signer à un client une machine égale 36 mois. Avec le cloud computing, il y a des nouveaux modèles économiques qui se sont créés. On est facturé sans engagement et qu'à ce qu'on consomme. Si je démarre une machine 1 heure, je ne vais pas payer un mois de consommation. Je ne vais payer que l'heure que j'ai utilisée. Alors tout ça se traduit par tout un tas de bénéfices pour les clients.
très souvent, ça tourne autour de l'aspect financier, hein, évidemment. Le premier, c'est pas d'investissement initial. Pour commencer dans le cloud computing, je n'ai pas besoin de débourser un seul centime. Je peux démarrer une machine ou 100 machines et j'ai tout de suite accès à mes ressources sans avoir à monter une infrastructure, construire un data center, avoir des ingénieurs sur place, etc. J'ai accès à portée de clic à des millions de machines partout dans le monde. Donc alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce vocabulaire, mais c'est OPEX, CAPEX. Donc il n'y a pas de CAPEX dans le cloud, c'est de l'OPEX. On n'a que du service et on paye donc ce qu'on utilise. Il y a l'aspect optimisation des coûts en fonction de l'usage. Alors, il y a un travers qu'on fait souvent, on se dit je vais aller dans le cloud pour économiser. Ce n'est pas toujours vrai. On a des clients qui ont déjà investi dans des plateformes qui sont rentabilisées, amorties, qui ont un mode de fonctionnement lissé dans l'année où il n'y a pas du tout d'élasticité. Donc le cloud ne veut pas forcément dire économie. Par contre, dans certains cas d'utilisation, pour le big data, pour des sites e-commerce où il y a des pics d'activité pendant les périodes de fête, par exemple, le cloud computing est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir tirer parti d'une infrastructure déployable facilement à des coûts adaptés et sans engagement. Donc le paiement à l'usage, hein, ça rejoint un peu le point précédent. Encore une fois, je n'ai pas... rappelez-vous les modèles de vente de licences anciennes, on appelait ça sur étagère, où la société achetait une licence perpétuelle, hein, ça s'appelait perpétuelle, donc ils avaient une licence sur l'étagère, qu'elle soit utilisée ou pas, bah, ils avaient payé, et la licence, peut-être qu'elle a été utilisée une journée, je ne sais pas si vous utilisez peut-être Photoshop ou ce genre de choses, voilà, vous achetez une licence, vous l'utilisez une fois, et puis après elle reste là. Alors que le modèle du cloud computing, on va le voir sur les aspects SaaS, c'est de pouvoir utiliser pendant un certain laps de temps, le temps dont j'ai besoin, et ne payer que ce laps de temps, et pas acheter toute l'infrastructure. Donc l'autonomie, c'est de pouvoir avoir la capacité de déployer soi-même des infrastructures, et de pouvoir aussi créer des logiciels autour du cloud computing qui, via l'accès aux API, va me permettre de déployer des ressources, de déployer des logiciels, et de construire ma propre offre. Cet élément-là, plus cet élément ici, le fait de ne pas pouvoir investir, a fait que énormément de startups aux États-Unis ont réussi à se développer justement parce qu'elles étaient autonomes et elles avaient à disposition les mêmes moyens informatiques que des très grands groupes à des coûts vraiment adaptés. Vous utilisez peut-être tous Dropbox ou pas, je sais pas. Dropbox, à la base, c'était une startup qui a utilisé les services de cloud computing d'Amazon pour créer elle-même sa propre offre de cloud computing en mode SaaS, donc Dropbox. Donc il y a pas mal d'effervescence là-dessus. Élasticité, on en a parlé, c'est effectivement pouvoir adapter ma plateforme informatique à mon business. Si mon business est un petit peu plus faible à un instant T, je ne vais pas avoir à payer des ressources dont je n'utilise pas. Et le time to market, donc ça sur ces startups-là, c'est vraiment important, c'est de pouvoir arriver très rapidement à sortir des logiciels. Angry Birds, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ai oublié le nom de la société qui a développé ça, mais ces petits jeux sur Facebook, avant d'arriver à Facebook et autres, avant d'arriver à un jeu qui cartonne, ils ont peut-être fait des centaines ou 200 essais de jeux qui n'ont pas fonctionné. Donc le fait de pouvoir s'appuyer sur des plateformes hyper élastiques, ça permet de vraiment pouvoir tester et de pouvoir se tromper, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, pour pouvoir déployer un jeu comme Angry Birds, si on voulait s'attendre à un succès, il fallait déployer une infrastructure assez conséquente, capable d'absorber la charge. Donc c'était des coûts, donc c'était des freins à l'innovation quelque part. Avec le cloud computing, on se retrouve avec la capacité de prendre une toute petite machine pour tester, et puis si ça fonctionne, elle va automatiquement grossir, la plateforme va automatiquement s'adapter aux besoins, et c'est comme ça que des jeux comme Angry Birds ont été capables d'absorber les pics de trafic liés à l'usage de... Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser davantage sur Angry Birds, il y a du rendu fait sur les machines distantes? C'est quoi l'utilisation de... Sur Angry Birds, c'était toutes les pages Facebook. Alors, à chaque fois qu'il y a une publicité, sur l'aspect jeu, c'est pas le jeu lui-même parce qu'il tourne sur les mobiles, hein, mais à chaque fois qu'il y a des publicités sur Facebook, par exemple, on va faire appel à une page. Cette page-là, quand il y a 10 utilisateurs qui la regardent, bon, il y a une petite charge, mais c'est pas important. Et quand on a des milliers d'utilisateurs dans le monde qui se retrouvent à devoir télécharger du contenu
Alors Angry Bird, je pense qu'il y a même des éléments qui synchronisent avec le serveur, peut-être pas dans ce cas-là. Mais en tout cas, sur le contenu des pages, effectivement, il y a une charge qui est inhérente à la publicité qu'on fait dessus. Il y a des éléments comme le Super Bowl. Il y avait un exemple intéressant qui était la NASA, la sonde Curiosity, par exemple. La NASA elle-même n'a pas utilisé pour Curiosity leurs propres infrastructures pour stocker toutes les images qui étaient envoyées par la sonde, mais c'était stocké sur Amazon, pour le coup, sur S3, on va voir ce que c'est un peu plus tard, parce que c'était des infrastructures qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus scalables que ce qu'on peut avoir en premise. Et même des sociétés comme la NASA utilisent ce type d'infrastructure aujourd'hui. Alors les modèles de service. Alors, juste vous parler un peu de l'historique. Donc ça, c'est peut-être des notions que vous connaissez, mais bon, c'était important de les poser. Un modèle de service interne dans une entreprise, qu'est-ce qui est à la charge de l'entreprise? Finalement, c'est un petit peu tout. Tout ce qui est ici, à part les réseaux externes et les partenaires. Mais quand je vais devoir déployer une infrastructure informatique, l'entreprise doit gérer la partie réseau interne, la partie réseau externe, le matériel, les serveurs, le stockage, le système d'exploitation, les logiciels, les données, etc. Dans le mode de cloud computing, je vais vous lancer les trois, on définit trois types de modèles de service. Le modèle IaaS, PaaS, SaaS. Donc IaaS, c'est infrastructure as a service, PaaS, platform as a service, et SaaS, software as a service. Alors c'est quoi la différence de ces trois modèles? Le modèle IaaS, le prestataire, le fournisseur de cloud, va proposer au client toutes les couches d'infrastructure. Donc toutes ces couches-là sont gérées par le prestataire. Donc on parle du réseau, on parle des serveurs, on parle des couches de virtualisation, l'hyperviseur, et en fait le prestataire va aller jusqu'aux couches, jusqu'à l'OS. Et la personne qui récupère le service va se charger d'installer tous les éléments dans l'operating system, et il a accès à toutes les couches du dessus. Donc l'operating system, les logiciels de base qui sont installés, les Apache, les MySQL, etc., les données et l'applicatif. Donc ça c'est le modèle IaaS qui a eu pas mal de succès, notamment pour Amazon, parce que c'était le premier type de plateforme qu'a sorti Amazon et qui est le plus développé aujourd'hui. Le modèle PaaS est un peu différent, ça a eu moins de succès, et je vais l'expliquer un petit peu après. Donc le PaaS, c'est la même chose que l'IaaS, sauf que j'ai monté d'une couche au-dessus, c'est que le client ne va pas avoir accès à l'operating system. L'operating system est fourni par le fournisseur de services, le fournisseur de cloud, et finalement, on va avoir accès à un socle applicatif. Je vais prendre en PaaS une infrastructure PHP, une infrastructure Java, etc. Et donc ces infrastructures-là, on va pouvoir y déposer du code, donc un logiciel de base, du développement, on va pouvoir y poser ses données, mais le client n'a pas accès à toute la partie infrastructure derrière. Alors ça a amené des modèles de vente, des modèles économiques assez intéressants, parce que jusqu'à présent, quand on vendait une infrastructure à un client, on vendait du CPU, on vendait de la RAM, on vendait du stockage, de la bande passante, etc. Avec les modèles PaaS, on a pu créer des modèles qui étaient un peu différents et qui s'adaptaient bien à des modèles de clients un peu petits. Par exemple, donc on ne parle plus du tout d'infrastructure de machine, hein. On ne vend pas une VM, on vend un socle applicatif. Et donc on va pouvoir vendre aux clients de la bande passante, de la charge, nombre d'utilisateurs, etc. Donc c'est une notion assez intéressante. Et puis le modèle SaaS, c'est peut-être ce que les gens connaissent le plus. Bon, on utilise tous des Google Apps, du Gmail, ce genre de choses, du Dropbox, etc. Donc on met à disposition, le fournisseur met à disposition l'ensemble de la couche d'infrastructure, la couche logicielle, la couche OS, et on présente un logiciel terminé à l'utilisateur final. Et l'utilisateur final n'a plus qu'à y positionner ses données si le logiciel a des données. Selon en fait, le modèle, on peut voir qu'il y a forcément un investissement initial. Si on part dans un IaaS, on est obligé d'acheter plein de licences logicielles. Tandis que dans le SaaS, peut-être moins, mais juste Alors tout va dépendre. En fait, sur un modèle IaaS, si on part sur de l'open source, je me prends une machine Linux sur du IaaS, je vais positionner un Drupal, un CMS quelconque, j'ai pas forcément d'investissement logiciel à réaliser.
Après, l'investissement sur l'IaaS, il est effectivement sur peut-être le développement, s'il y a du développement à faire, mais il n'est pas sur l'infrastructure. Mais effectivement, les modèles, on va le voir un petit peu après, les modèles vont parler à différentes populations. Et après, on entend parler de plein de dérivés. Alors, sachant que ces 3 modèles-là sont vraiment la base. Après, les dérivés, ça va être du desktop as a service, du database as a service. Il y a un petit peu tout qui se crée maintenant, ça pour faire le buzz. Hein. On reste quand même sur les 3 modèles principaux. Après, c'est vrai qu'on peut entendre d'autres modèles as a service, il faut le savoir. Alors, la cible d'utilisation, ce slide est important parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès d'une offre de cloud, c'est la cible à qui elle s'adresse. Donc les offres IaaS, ce qu'on constate, hein, c'est qu'elles s'adressent beaucoup plus aux administrateurs système, aux ingénieurs, enfin des gens qui sont dans l'informatique, parce qu'effectivement, le service qui est rendu par le fournisseur n'est pas finalisé pour l'utilisateur. Donc il va y avoir de l'ingénierie par-dessus à réaliser, des gens qui vont devoir installer des logiciels, configurer l'OS, etc. Les offres PaaS, c'est plutôt à destination des développeurs. Là, on a des SOC applicatifs prêts à l'emploi. Le développeur va poser son code dessus et le code va pouvoir être distribué après sur le cloud. Et le modèle SaaS, où là, on va parler à l'utilisateur final directement. Donc, l'utilisateur final utilise un logiciel qui est donc positionné sur le SaaS. Et sachant qu'il y a des liens sur chacun des éléments, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de Dropbox, je peux très bien proposer une offre SaaS qui s'appuie sur un autre prestataire de IaaS. C'est le cas de Dropbox, utilise Amazon par exemple en IaaS. Vous connaissez Heroku? Ça vous parle? Donc Heroku, c'est un modèle de PaaS. Donc c'est une société américaine qui propose donc une infrastructure PaaS, PHP, Ruby, Python, etc. qui s'appuie sur le IaaS d'Amazon. Donc il y a tout un écosystème qui s'est développé et sur les différentes traces des offres de services qui sont proposées aux clients. Alors, un peu d'éléments financiers, parce que c'est important d'en parler. Donc ça, c'est une étude de marché réalisée par l'IDC qui ne retient que le marché français. Donc, pour voir un petit peu la répartition du chiffre d'affaires généré sur le cloud computing en fonction des modèles. IaaS, PaaS, SaaS. Donc on constate qu'au début du cloud computing, on était surtout sur du SaaS. C'est effectivement le premier usage de les Salesforce, les Google Apps, etc. Ça a été très facile de lancer ces éléments-là parce que ça répondait à un besoin utilisateur tout de suite. Mais on voit clairement que le IaaS commence à prendre une proportion très importante. Donc on parle quand même juste de la France, de 5 milliards d'euros sur le cloud computing prévu en 2015. Donc c'est quand même des chiffres assez importants. Et qui vont représenter sur 2016 12% des dépenses IT de toute la France. Donc le cloud computing a quand même un bel avenir devant lui. Et on voit que le PaaS a quand même des difficultés à faire son chemin parce qu'il est quand même assez restrictif. C'est-à-dire que pour monter une offre de PaaS, vous allez devoir vous restreindre à la technologie sous-jacente et les développeurs ne sont pas forcément intéressés par être freinés. C'est un frein à l'innovation quelque part. Parce qu'on est obligé d'adapter son code à ce que le fournisseur de PaaS nous délivre. Alors, les différents modèles de déploiement. Donc, on a 3 types de déploiement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le cloud privé. Donc, le cloud privé, c'est quoi? C'est généralement des grosses entreprises qui ont déjà une masse critique suffisante, des problématiques de sécurité, qui fait qu'aujourd'hui, elles veulent avoir le même type de fonctionnalité que le cloud, la facilité, le déploiement, les API, etc., mais dans un contexte maîtrisé. Donc, soit chez elles, on-premise, on revient sur les dinosaures, ou externalisé dans un data center. Mais en tout cas, c'est avoir la même technologie que le cloud, mais dans une logique plutôt orientée entreprise. Donc, pas forcément relié à Internet, d'ailleurs. Hein, le cloud n'est pas forcément des services qui sont publiés sur Internet. On peut avoir un cloud privé qui distribue uniquement mes utilisateurs internes dans l'entreprise. On a des grands groupes chez Link-Bynet aujourd'hui qui ont positionné leur cloud privé dans nos data centers et ces services ne sont utilisés que par les utilisateurs de ces grands groupes. À Sodexo, il y a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs dans leur groupe. Elles vont pouvoir se connecter sur cette plateforme qui est centralisée. Et donc c'est la notion de cloud public. Le modèle le plus connu, effectivement, c'est le cloud privé. Pardon. Le modèle le plus connu, c'est le cloud public.
où là, on va pouvoir utiliser des ressources qui sont mises à disposition un peu partout dans le monde. Alors, c'est un vrai intérêt, parce que si j'ai des utilisateurs, aujourd'hui, il y a une internationalisation des entreprises qui sont de plus en plus importantes. Donc, de pouvoir déployer des machines à Singapour, à Tokyo, au Canada, aux États-Unis, pour être le plus proche possible de mes utilisateurs, ça a un vrai intérêt. Aujourd'hui, on a des clients qui veulent se déployer aux États-Unis, par exemple, pour des questions légales. Donc ça apporte vraiment une dimension internationale. Et donc le cloud public, en fait, c'est de pouvoir démarrer des ressources qui me sont propres quelque part. Donc j'achète à la demande une ressource sur un cloud. Mais je sais que derrière, je vais être positionné sur le même matériel potentiellement que mon concurrent. D'ailleurs, j'ai des petites anecdotes à ce sujet-là que je vous communiquerai tout à l'heure. Donc c'est publié sur Internet. Et donc là-dessus, je vais avoir un troisième élément qui est le cloud hybride, qui est un petit peu le meilleur des deux mondes. Dans le cloud public, là c'est représenté par la plume, j'ai une légèreté en termes de coût, parce que je n'ai pas du tout d'investissement particulier à réaliser, pas de connexion spécifique, je passe par Internet. Donc c'est le modèle le moins coûteux. Le cloud privé, dans certains cas, parce que j'ai des données confidentielles, je ne veux pas que la NSA aille regarder ce que je fais parce que je suis d'assaut et j'ai des données secret défense à protéger, je vais plutôt être dans un cloud privé. La notion de cloud hybride, c'est de tirer le meilleur parti des deux mondes, c'est d'avoir une partie de mon cloud qui est donc privé, chez moi, une autre partie dans le cloud public, et de pouvoir dispatcher mes applications en fonction des besoins, de la criticité de ces applications sur l'ensemble des clouds mis à ma disposition. Donc c'est la notion de cloud public. Alors quelques acteurs, alors c'est clairement pas une liste exhaustive, mais les plus significatifs aujourd'hui. Donc il y a Amazon qui est vraiment, je pense, le leader sur en tout cas la partie IaaS, qui offre, donc il y a une plateforme mondiale, des data centers un peu partout dans le monde. Je crois que, alors d'après, c'était le Gartner, j'ai un doute sur, je ne sais pas si Amazon représente le nombre de machines de tous ses concurrents réunis ou 2 fois tous ses concurrents. J'ai un doute sur le chiffre. Mais en tout cas, la taille d'Amazon, on ne s'en rend pas compte, mais Amazon Web Services représente de plus de 50% du trafic mondial Internet dans le monde. Netflix, ça fait pas mal de bruit en ce moment parce que ça veut s'implémenter en Europe. Netflix est hébergé sur Amazon, par exemple. Il y a pas mal d'éléments du Nasdaq, etc. Donc c'est vrai que ça ne fait pas de bruit. On pense plutôt à la librairie en ligne quand on parle d'Amazon. Mais en termes informatiques, c'est une plateforme qui est d'une part très très innovante et qui a un poids sur le marché qui est très important. Il y a Microsoft avec son offre Windows Azure qui s'est lancé un petit peu plus tard qu'Amazon, mais qui a un potentiel intéressant, notamment parce qu'elle va proposer en SaaS un certain nombre d'applications de son portefeuille, donc de l'Office 365, du Microsoft SQL as a Service, etc. Donc c'est intéressant. Le Salesforce qui est un modèle pur SaaS, donc c'est du logiciel as a service, software as a service, et donc c'est une société qui se développe énormément sur toute la partie CRM dans les entreprises notamment, les Google Apps. Deuxièmement, qui connaît CloudWatt et Numergy? Ça vous parle? Non? Alors c'est les clouds souverains. La France, voyant arriver les Amazon et compagnie à l'époque, en 2010, a décidé de créer son propre cloud, le cloud souverain, financé par nos impôts, entre parenthèses. Et donc, au lieu de créer une société, s'est dit, tiens, je vais en faire 2. Comme ça fera de la concurrence entre les deux. Et donc, Numergy et CloudWatt sont nés, donc c'est des clouds français. CloudWatt, ça fait 2 ans qu'ils essayent de monter leur plateforme, c'est pas encore en place. Numergy ont récupéré la plateforme d'SFR, ça se lance tout doucement. Mais bon, pour tous ces aspects nationaux, problématiques des administrations françaises, l'État a pensé développer ces clouds pour pouvoir héberger ces infrastructures. Naheroku, j'en parlais tout à l'heure, c'est un exemple de plateforme PaaS qui s'appuie sur le IaaS Amazon. Cedexis, qui est un acteur intéressant avec qui on travaille pas mal, qui va gérer Cedexis, c'est l'aiguilleur du net, ça va gérer le routage du trafic en fonction des clouds. Donc ça va aiguiller l'internaute vers l'endroit le plus approprié à son utilisation. Ce qu'il faut voir, quand on est utilisateur, on ne s'en rend pas compte, on utilise Dropbox, ok, ça se connecte quelque part, ça envoie mes données, je ne sais pas où c'est.
Mais derrière, on va optimiser les flux pour que la donnée qui est envoyée soit envoyée sur le cloud le plus près d'où je me trouve, par exemple. Donc ça, c'est des éléments qui sont gérés par Cedexis. Après, on a des fournisseurs de logiciels qui vont permettre à des sociétés type Linkbynet ou d'autres de construire leur cloud. Donc on a HP qui a une offre IaaS, mais qui développe aussi un cloud OS sur base d'OpenStack. Red Hat également, VMware qui historiquement fait de la virtualisation et monte dans les couches de cloud computing, et Oracle, pareil, qui propose des offres de cloud à tous les niveaux. Alors Linkbynet là-dedans a pas mal d'éléments. On va pouvoir déployer des services sur l'ensemble des couches. Donc on a des offres IaaS, on a des offres PaaS, on a des offres SaaS, on est partenaire avec des éditeurs où on va travailler avec des éditeurs pour transformer des modèles traditionnels de logiciels sur étagère en modèle cloud computing. On va aussi être broker de services, et on va revendre des services de plateformes de cloud computing pour nos clients et apporter de la valeur ajoutée au-dessus. Alors ça c'était un petit peu théorique, on va essayer de rentrer un peu plus dans la technique. Donc ouvrir le capot avec une belle image pour ceux qui aiment la mécanique. Alors si je vous montre le data center du cloud du futur, est-ce que vous pensez que l'image que je vous présente pourrait être un data center du futur avec tout un tas de bâtiments hyper high-tech Oui, non? Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le cloud doit être élastique, ne doit pas être cher. Est-ce que vous pensez qu'un bâtiment comme ça de 210 étages est élastique et simple d'utilisation? Alors, au risque de vous décevoir, le data center du futur, c'est ça. C'est des containers où on va poser des machines. J'ai besoin que mon data center grossisse, je rajoute des containers transportés dans un camion, je les plug, donc le container intègre la clim, il intègre tous les éléments nécessaires au calcul et au stockage, et juste à les brancher une arrivée d'eau pour la clim, une arrivée d'électricité, de réseau, et ça y est, j'ai mon data center en place. Et ce modèle-là, on commence à le voir de plus en plus sur les très gros acteurs, type Amazon notamment, Microsoft, pour déployer très rapidement un peu partout dans le monde des infrastructures qui soient élastiques, qui soient en adéquation avec les besoins du client. Donc quand on pense à technologie, on s'imagine souvent des choses super high-tech, etc. Enfin, il y a quand même de la technologie là-dedans, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des réalités économiques derrière. Et donc c'est important de voir que ça drive souvent les besoins d'infrastructure. Alors ça, c'est un exemple de plateforme qu'on vend chez Linkbynet, c'est Smart Agile. Donc nous, on va s'appuyer sur plusieurs plateformes, donc nos propres infrastructures, mais aussi les data centers d'Amazon, les data centers de Microsoft. Et donc c'est pour vous montrer la portée internationale de ces infrastructures. Aujourd'hui, on est capable, en se connectant sur une interface web, de déployer 1000 machines aux États-Unis, des machines en Australie en quelques clics. Donc c'est ça le cloud, c'est toute la facilité de déploiement, et ça va répondre à des vrais besoins de clients. Donc je le disais tout à l'heure, être proche des utilisateurs, pouvoir avoir des infrastructures distribuées qui résistent à la charge, qui résistent à des catastrophes naturelles, par exemple, ce genre de choses, des infrastructures qui sont redondantes, d'avoir la possibilité de faire des sites de secours, etc. Donc tous ces éléments sont aujourd'hui ce qu'on revend à nos clients. Et chez Linkbynet, la couche en plus de cloud computing, c'est qu'on va ajouter le service sur ces offres de ressources. C'est que nous, on va gérer ce que ne font pas les cloud computing. On va gérer pour le client toutes ces machines, toutes ces applications. On va garantir la sécurité, la disponibilité. Oui. Alors CDN, c'est Content Delivery Network. En fait, c'est un élément important du cloud computing. Alors pour entrer dans le détail, ça a commencé comment le CDN? C'est je vais prendre une application web standard. On a 3-4 serveurs web, une base de données. Quand il y a de la charge sur ces serveurs, la réponse qui a été donnée, c'est que je vais rajouter des serveurs web. Sauf que c'est un coût important. On a commencé par mettre des reverse proxy. Je ne sais pas si c'est des notions qui vous parlent, mais un reverse proxy, c'est quoi? C'est un équipement qui se met devant les frontaux et qui va cacher tout le contenu qui est statique. Par exemple, une image, ça ne sert à rien d'aller demander à ma couche de logiciel PHP, Apache, etc., d'aller processer, donc il y a un coût CPU important, juste pour me renvoyer une image sans aucun traitement derrière.
Donc on met du cache devant les frontaux pour décharger les frontaux, et donc il y a une notion d'économie. Et donc le CDN, c'est ce principe-là, mais répandu à l'ensemble de la planète en fait. Donc je vais positionner des CDN un peu partout dans le monde, je vais mettre mon site web derrière. Donc le premier intérêt, c'est qu'effectivement je vais décharger mon site internet de tout le contenu statique, parce qu'il est délivré directement par le CDN, qui a caché mon image par exemple. Et le deuxième intérêt qui est très important, c'est qu'en fait, mon CDN va être beaucoup plus proche de mon utilisateur que mon front. Par exemple, je peux avoir une infrastructure qui se trouve à Paris et un utilisateur en Chine. Donc si j'ai un CDN en Chine, l'image qui va lui être distribuée va utiliser les connexions en Chine, du réseau chinois, donc ça va arriver à l'utilisateur beaucoup plus rapidement. Donc il y a pas mal d'intérêts en termes économiques et en termes de performance. Ça marche comme un cœur de processus en ordinateur. Quand on voit ça avec les mémoires dures, les disques durs comme les data centers. Oui, c'est un peu ça, mais c'est à l'échelle, à une échelle qui est différente. Mais effectivement, c'est du cache, mais à une échelle d'un réseau. Alors, on va parler d'hyperconvergence. Donc ça, c'est un élément intéressant. Là, je vous ai représenté ce qui était typiquement une baie dans un data center dans les années 2005. On avait des serveurs, fin 2005, mais même encore en 2010 ou aujourd'hui, on a encore des personnes qui utilisent ce type d'infrastructure. On a des serveurs, on a des switches pour le réseau, on a des switches pour la partie stockage, on a des baies de stockage, on a des disques SSD pour avoir de la performance, etc. Donc tous ces éléments-là sont utilisés pour une fonction spécifique et assez complexe à administrer. Vous imaginez, à chaque fois que j'ai une évolution, modifier un élément ici va avoir un impact au-dessus. Peut-être que mon storage caching va être moins utilisé que mes serveurs et donc l'évolution est complexe à gérer. Est-ce que vous pensez que les data centers type Facebook et Google et autres utilisent ce type d'infrastructure ? Voilà, en posant la question, je vous donnais la réponse, mais effectivement, aujourd'hui, on parle d'hyperconvergence. L'hyperconvergence, c'est quoi ? Je vais remplacer déjà toute cette baie par des équipements beaucoup plus petits. Chaque équipement est complètement identique, donc je ne crée pas un équipement pour une fonction spécifique. Donc sur un cube, là c'est SimpliVity, c'est une solution de matériel d'hyperconvergence. Je vais avoir à la fois la partie compute, la partie donc, CPU RAM, la partie stockage et toute l'intelligence derrière. Donc le gros avantage, c'est que d'une part, je vais réduire mon espace baie drastiquement. Donc ça a des gains en termes d'énergie, ça a des gains en termes de place. Je vais réduire énormément mon coût de gestion et d'administration. Administrer un équipement, c'est beaucoup plus facile que d'administrer 50. Ça, c'est clair. Et puis surtout, je ne vais pas avoir de ce qu'on appelle des SPOF, de Single Point of Failure, ce qui est le cas de certaines plateformes où si j'ai un SAN ici qui stocke mes données, si mon SAN tombe en panne, je n'ai pas de redondance. Donc sur mon infrastructure ici, le stockage va être répliqué sur l'ensemble de mes nœuds. Donc si j'ai un nœud qui disparaît, ma plateforme est hyper résiliente parce que j'aurai des copies de ma donnée qui se trouvent un peu partout. Et donc de manière transparente, la redondance est réalisée par l'infrastructure. Et ça me permet d'être vraiment très scalable. Donc l'évolutivité est très importante. C'est-à-dire que j'ai besoin de ressources supplémentaires, je rajoute des nœuds à mon cluster, ce nœud se configure automatiquement, donc j'ai rien à faire. Il récupère la configuration de la grappe. Et c'est vraiment comme ça que des gros data centers type Facebook sont en mesure de grossir tous les jours. Oui. Savoir un bloc à droite correspond à tout ce qu'on a à gauche. Alors là, pour le coup, c'est un cas concret. Les 3 blocs ici correspondent à toute cette baie-là. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 4 serveurs là-haut. Donc là, sur les 4 serveurs, c'est des serveurs qui sont un peu plus costauds. Donc en termes de CPU RAM, ici, on peut aller jusqu'à 796 Go de RAM et 4 CPU 12 cœurs, par exemple. Donc ça va remplacer les éléments de compute qui sont en haut. Sur le stockage, idem. Ici, je vais avoir des disques très capacitifs. Chaque élément se compressé dans un seul bloc. C'est ça, dans un seul bloc. Et surtout, je vais avoir une technologie qui va me permettre de faire une abstraction du matériel
On parlait de virtualisation, c'est vrai que la virtualisation, on entend souvent sur la couche de compute, mais sur ce type d'infrastructure, elle se fait à tous les niveaux. Au niveau du stockage, au niveau du compute, du réseau, on va le voir après sur la partie software defined notamment. Donc c'est vraiment l'infrastructure du futur aujourd'hui, ces éléments-là. Donc c'est vrai, quand on monte une infrastructure, on a plutôt tendance à penser, voilà, j'ai mon stockage d'un côté, j'ai mon network de l'autre, j'ai mes serveurs d'un autre côté. Mais dans des cas concrets, nous on le vit au quotidien sur les data centers. C'est bien beau quand on a une baie, mais quand on en a 100 comme chez nous, ça commence à devenir compliqué à gérer, quoi. Donc ce type d'infrastructure est vraiment très intéressante et c'est ce qui est utilisé dans les très très gros types Amazon. Et pareil, le matériel devient une commodité. En général, ce type de matériel qui se trouve à gauche est très très cher, parce que je vais mettre, comme mon point, c'est un point de faiblesse, mon stockage par exemple, je vais mettre du stockage qui est très cher, hyper redondant, double align, triple align, quadruple align, etc. Alors que là, à la limite, je peux mettre n'importe quoi, je m'en fous, parce que si ça tombe en panne, il y a l'autre à côté qui reprend. Et c'est un des concepts du cloud qui est intéressant. C'est Jeff Bezos d'Amazon qui parle de cet élément-là, c'est que everything fell all the time, c'est que n'importe quoi va tomber en panne à un moment donné. Donc plutôt que s'embêter à essayer de le corriger, on le remplace. Et c'est vrai que c'est une philosophie intéressante, parce que jusqu'à présent, quand un serveur tombait en panne chez Linkbynet sur des infrastructures standards, on perdait du temps à essayer de comprendre pourquoi il est tombé en panne, on va se connecter dessus, on le répare, on a les astreintes jour et nuit, etc. Dans le cloud computing, entre guillemets, on s'en fout. Mon serveur tombe en panne, je le balance à la poubelle, je recrée un autre et puis basta. Et c'est une philosophie qui est intéressante, parce que du coup, il va y avoir un gain de productivité très important, quoi. Quand même, le problème du stockage, si jamais les données sur une machine tombent si une machine tombe en panne, les données elles disparaissent. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, ton stockage, il est unifié. C'est-à-dire que tu vois ça comme un cluster, une grappe complexe, où un bloc de données qui est écrit ici va être écrit aussi 2 fois ailleurs, et potentiellement sur 2 data centers différents. Donc à partir du moment où tu perds un élément, tu sais que tu as une copie quelque part qui est disponible online tout de suite. Comme un fichier, comme un système de fichiers HDFS. Exactement. D'ailleurs, on va en parler un petit peu tout à l'heure, le stockage objet. Mais effectivement, le HDFS est un exemple de modèle de fichiers distribués, effectivement. En fait, au niveau sécurité, chaque nœud est géré indépendamment des autres. Par exemple, la sécurité d'un nœud, même s'il se fait hacker, elle va pas. En fait, il faut voir vraiment les nœuds comme de la commodité hardware. En fait, l'intelligence, elle n'est plus dans la machine, elle est dans le logiciel qui est dedans. Elle est distribuée, et il faut voir ça un peu. Je prends un exemple de switch. À l'époque, il y avait les switches Cisco hyper intelligents avec un OS spécifique, etc. C'était très cher, mais effectivement, on était attaché à un équipement, c'était complexe à gérer, etc. Aujourd'hui, cette intelligence du switch, elle est remontée au niveau du logiciel, sur les couches d'hyperviseur, sur les couches de gestion de cloud. Et donc, en fait, le hardware, on s'en fout, c'est un port de switch. Que ce soit un autre, c'est pareil, puisqu'en fait, mon intelligence, elle est dans le logiciel. Et c'est pareil sur les infrastructures, en fait. À tous les niveaux, on va le voir un petit peu tout à l'heure sur les notions de Software Defined Data Center. Et c'est un élément qui est important parce que, d'une part, ça crée des environnements beaucoup plus résilients, mais surtout, ça permet de pouvoir gérer des quantités très importantes de matériel. Vous imaginez de devoir configurer 60 switches ou 1000 switches Cisco à la main, même s'il y a des outils pour centraliser les configurations, mais multiplier ça à l'ensemble des éléments d'une plateforme, le stockage, les switches fibres, les switches réseau, le routage, les firewalls, etc. Aujourd'hui, on a préféré monter ça d'un niveau dans le logiciel, d'avoir du hardware qui est moins intelligent qu'avant, mais peut-être plus performant, c'est-à-dire qu'on va plutôt... et c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est sur ces boîtiers-là qui prennent moins de place, on va mettre beaucoup plus de puissance. On va plutôt investir sur la puissance que l'intelligence. Et l'intelligence va vraiment remonter dans les logiciels, ce qui va nous permettre en plus d'être compatible après. Si je développe moins un outil pour industrialiser le déploiement d'une machine, je vais le faire sur un logiciel. Si je décide de changer de prestataire de matériel, c'est complètement transparent, vu que c'est une commodité, j'enlève mon matériel, j'en remets un autre,
À partir du moment où mon logiciel sait discuter avec le matériel, il n'y a plus aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un élément important du cloud computing, et surtout des très gros, et des acteurs comme Linkbynet qui sont un peu plus petits aujourd'hui. On est en train vraiment de se tourner vers ce type de technologie, parce que ça va vraiment nous permettre de réduire les coûts, d'apporter une meilleure qualité, une industrialisation pour nos clients. Alors la virtualisation, bon, c'est un concept qui est assez connu, hein, je le détaille ici très rapidement, mais c'est quand même un fondement. Alors souvent on a fait le travers, cloud computing c'est un environnement virtualisé, on commence à le comprendre, c'est pas que ça, mais ça fait quand même partie c'est une grosse partie de l'infrastructure, la virtualisation. Donc la virtualisation c'est quoi? Je vais avoir un matériel physique, hein, un serveur. Sur ce serveur là je vais installer un OS hôte, donc ça peut être du Linux si j'utilise des technologies KVM, etc. Ça peut être des technologies VMware, etc. Donc cet OS hôte embarque un hyperviseur qui va me permettre d'émuler sur ce matériel des espaces confinés et qui va me permettre de partager donc mes ressources informatiques, mon CPU et ma RAM notamment, et de les isoler en espaces de travail pour mes machines invitées. Les machines qui démarrent sur cet hyperviseur vont croire qu'elles sont sur une machine physique, hein, parce qu'on va émuler un CPU, on va émuler de la RAM, c'est vraiment complètement transparent. Et donc on va pouvoir multiplier et condenser un ensemble de ressources sur un seul ou plusieurs serveurs. Mais on a des ratios aujourd'hui chez Linkbynet, par exemple, donc on utilise les technologies VMware principalement chez nous. On peut avoir sur une machine physique une centaine de serveurs virtuels qui tournent. Alors c'est des machines avec énormément de RAM, énormément de CPU, mais on a un gain très important. Alors l'autre élément qui est intéressant quand on fait de la virtualisation, c'est qu'on s'est rendu compte au fil des années qu'on n'avait jamais tous les utilisateurs qui travaillent en même temps. Donc c'était dommage d'avoir des serveurs physiques qui, toute la nuit par exemple, ne faisaient rien. Et potentiellement j'avais le voisin à côté qui lui avait plutôt un public orienté États-Unis qui travaillait plutôt la nuit. Donc d'avoir des environnements virtualisés ont vraiment permis de tirer parti au maximum du matériel pour réduire les coûts, encore une fois, et optimiser les rendements. Donc sur la virtualisation, il y a pas mal d'acteurs. Hein. Il y a les acteurs historiques traditionnels, VMware. Microsoft a lancé son hyperviseur Hyper-V, inclus dans les Windows Server aujourd'hui. On a tout ce qui est open source avec KVM Xen. On a aussi des éléments qui sont un peu différents, les containers avec OpenVSL, Parallels, LXC, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un sujet trop dense pour pouvoir tout expliciter. Alors le software defined, donc on revient un petit peu sur le concept dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on crée une abstraction des couches d'infrastructure, et à tous les niveaux. Et on parle même de software defined data center, c'est qu'aujourd'hui un data center, il est plus piloté par les éléments d'infrastructure que j'ai dessus, mon switch, mes câbles, etc. Tout ça, c'est une commodité, c'est du hardware, peu importe. Mon intelligence, ça va se retrouver au niveau du logiciel. Et donc, je vais créer des abstractions. Je vais virtualiser. Alors, le concept de virtualisation, on le pousse à tous les niveaux. On le pousse au niveau du réseau, au niveau du stockage, etc. Et toutes ces abstractions me permettent de créer des environnements virtuels jusqu'au niveau du data center. Je peux créer une bulle réseau où à l'intérieur je me crée mes serveurs qui eux-mêmes sont reliés à un stockage, et tout ça c'est virtuel et partagent le même élément physique derrière, donc ce qu'ils appellent le software undefined. Donc il y a plusieurs niveaux. Le plus connu je pense aujourd'hui c'est le SDN, où il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur le sujet pour pouvoir justement dialoguer avec du matériel par des API. La notion d'API est importante. Quand on veut industrialiser, on veut pouvoir discuter de manière unifiée avec le matériel, mais aussi avec les clouds. Et ça, c'est un élément que je ne peux pas détailler aujourd'hui, mais de pouvoir développer et piloter du hardware via une API est un prérequis aujourd'hui pour le bon fonctionnement du cloud. Aujourd'hui, il n'y a pas une offre de cloud qui ne met à disposition des clients qu'une interface web pour déployer des machines, par exemple. L'API est vraiment un prérequis. Ça pourrait même faire partie des critères du NIST qui n'a pas été listé. Alors, une notion de stockage objet. Alors, le stockage un peu plus historique, donc le DAS, comment ça se passe? C'est que j'ai mon application qui parle à un file system qui lui-même utilise du stockage, un disque.
Je ne rentre pas dans les détails des fils, etc. C'est vraiment pour schématiser. Sur le NAS, mon application va utiliser la couche réseau via un protocole CIFS, NFS, etc. aller utiliser le file system d'un boîtier NAS pour écrire ou lire des données sur un stockage. On a le SAN qui se rapproche un peu du DAS, mais où le file system est bien géré au niveau du serveur, mais par contre le lien qui relie le stockage hardware avec le file system se fait via de la fibre ou du réseau via du ISSI par exemple en mode bloc. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le stockage objet. Alors ça c'est quelque chose qui a émergé avec le cloud computing. Les premiers éléments de stockage objet que j'ai pu voir étaient issus d'Amazon, c'était en 2006 je crois, c'est S3, je ne sais pas si ça vous parle. Simple Storage Service. Donc S3, c'était un des premiers stockages objets qui était disponible en ligne. Et donc là, ça prend vraiment les concepts du cloud. Donc comment ça marche? J'ai mon application comme là, sauf que pour aller récupérer la donnée, lire ou écrire, elle ne va pas passer par un file system, par tout un tas d'éléments qui sont liés à l'OS, mais elle va aller dialoguer via une API. Donc ça, c'est un élément important qui va révolutionner complètement le concept. Parce qu'en fait, l'API, c'est quoi? C'est des instructions en HTTP, hein, tout simplement, qui sont load balançables. Et du coup, je mets des proxys à ces niveaux-là, que je peux multiplier à l'infini. Si j'ai besoin de plus de charge, si pour du big data, par exemple, j'ai besoin d'écrire énormément de choses ou de lire énormément de choses, je vais positionner autant de proxys que ma charge le nécessite. Ces proxys-là ont un ensemble d'éléments, des métadonnées, etc., qui vont me permettre à la fois de piloter l'écriture, de répartir les écritures sur tout un tas de disques. Donc encore une fois, commodité, je n'ai pas d'intelligence sur les disques, c'est des disques tout simples. L'intelligence, elle est déportée au niveau des proxys. Et donc là, ça me permet à la fois d'avoir une plateforme qui grossit à l'infini, me retirer les contraintes du file system. Aujourd'hui, quand on déploie une infrastructure, vous déployez un serveur, vous installez un Windows, vous formatez un file system avec une taille de disque définie. Alors ça c'est bien, mais c'est embêtant parce que déjà mon disque, j'en ai la moitié de vide. Donc bon, il y a des technologies de scene provisioning, mais bon, j'en parle pas là. Mais j'en ai la moitié de vide, et puis surtout, quand j'arrive à 100% de l'espace disque, c'est compliqué, il faut que je fasse des interventions, soit je rajoute un disque, je fais grossir ma partition. Là, j'ai une partition qui est infinie, parce que c'est des objets que je stocke, il n'y a pas de file system, j'ai pas de taille de disque si vous voulez. Donc, ce qui a été utilisé, j'en parlais tout à l'heure sur la NASA, la Opportunity, c'est ça. C'est que j'envoie des objets, donc là en l'occurrence des vidéos, sur cet espace-là. J'ai mes métadonnées qui sont poussées sur les proxys, qui elles-mêmes vont rediriger l'écriture sur les différents disques à ma disposition, avec des principes de redondance. C'est géré au niveau de la politique d'écriture. Je peux dire, je vais avoir 2 copies, 3 copies de sauvegarde sur différents disques, sur différents data centers. Donc là, c'est un concept intéressant, le stockage objet, parce qu'il est en train de changer vraiment la manière dont les développeurs développent leurs applications, d'une part, parce qu'on a de plus en plus de développeurs qui mettent en place ce type de fonctionnement. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas le file system, hein, ça continue, c'est encore comme les dinosaures tout à l'heure, hein, une technologie ne remplace pas l'autre, mais va vraiment la compléter et répondre à des usages différents. La machine, vous avez dit que Amazon utilise leur système de stockage, vous avez dit sur la plage du côté droit, ou ça ressemble à un SAN, un NAS? Alors, Amazon utilise les deux. Ils ont donc S3, le Simple Storage Services, qui s'apparente à c'est du stockage objet, qui est ici. Et on a les disques BS, qui s'apparentent à ça, c'est du SSI, je ne dis pas de bêtises, donc au mode SAN, où en fait donc, les disques BS sont associés à des serveurs pour avoir mon C2 points, mon F2 points, etc. Parce que je peux pas monter un OS sur ce type parce que l'OS, il a besoin d'avoir sa table d'allocation de fichiers, il a besoin d'avoir un file system. Par contre, les applications qui vont tourner sur mon serveur vont pouvoir s'appuyer pour, par exemple, stocker mes images, mes vidéos, tout ce type de contenu sur du stockage S3. Donc sur Amazon, on a bien les deux. On en a même 3. On a ce qu'ils appellent les disques éphémères, où en fait, chaque machine a des disques éphémères qui sont formatés qui sont liés à l'hyperviseur sur lequel on se trouve, et qui donc, à chaque fois que je redémarre ma machine, peuvent potentiellement être effacés.
Et ça peut servir pour du cache, mettre le swap, etc. Donc ça peut être intéressant. Donc on a bien les trois modes de fonctionnement. Et aujourd'hui, toutes les offres de cloud que je connais ont tous une offre de stockage objet. Sur Azure, on a les blobs. OVH, on en a. Icula, on en a. Enfin, on a sur toutes les propositions aujourd'hui commerciales proposent du stockage objet. Bah, ça tombe bien, on va pouvoir faire une petite démo. Alors normalement j'ai un accès internet. Alors ça c'est un exemple de cloud. Donc là c'est l'offre LinkBinet qui s'appelle Self-Deploy. Alors self-provisioning, voilà, on a une première caractéristique. Je mets à disposition de mes clients un catalogue de services. Donc là c'est des types de machines, des Windows, des tailles, etc. différentes. Paiement à l'usage, donc là j'ai le coût journalier. Si je n'utilise qu'une journée dans le mois, bah, je vais payer que la journée. Je vais me déployer une machine. Voilà. Ici, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, si je veux déployer 10 000 serveurs, je pourrais le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'on est facturé en interne quand même. Mais voilà, on a la possibilité de déployer là 10 000 serveurs en un clic et de le faire aux États-Unis. En Chine, enfin n'importe où sur la plateforme. Idem sur le stockage. Sur le stockage, si j'ai besoin de 1 péta, je me mets 1 péta ici et j'ai accès à cette volumétrie. Alors là, je vous parle de données qui sont gigantesques. La plupart des besoins clients restent quand même limités. Et le cloud, c'est ça. Je fais submit et là, j'ai ma plateforme qui va se déployer. J'espère que j'ai bien enlevé les 10 000. Il me semble que oui. Oui, c'est bon. Donc ma plateforme, vous voyez, qui est en train de se déployer. Donc là, j'ai quelques exemples. Le self-service, on l'a à tous les niveaux. Le SDN, tiens, pour donner un exemple de SDN. Donc le SDN, c'était le Software Defined Network. C'est d'avoir l'intelligence au niveau du logiciel. Par exemple, là, je vais pouvoir gérer des règles de firewall depuis un logiciel. Donc je vais ouvrir un port, voilà, le HTTPS 443. Je fais Add Rules. Et là, automatiquement, ça va me créer dans mon système la règle de firewall via tout ça en logiciel. Idem pour les sauvegardes, par exemple. Ici, j'ai un Manage Snapshot. Si je veux réaliser un jeu de sauvegarde, voilà, je suis en train de tester mon application, je veux la mettre à jour. Avant de complètement casser mon application, je veux faire un jeu de sauvegarde avant. Voilà, je mets test, voilà, je fais create, et là ça va me créer un jeu de sauvegarde. Donc là c'est vraiment pour illustrer le mode de fonctionnement du cloud, c'est vraiment simple quoi. En quelques clics, je pense que ma machine dont je parlais tout à l'heure que j'ai déployée, elle est encore en initializing, mais voilà, d'ici voilà, elle est provisionnée, ça y est. Enfin, le temps de faire la démo, là, la machine est prête, je peux me connecter dessus, je peux commencer à déployer mes applications. Donc c'est vraiment fait très rapidement. Puis il y a la notion de facturation où là, j'ai accès à l'ensemble des données de facturation, ce que ça m'a coûté sur une période donnée. Donc là, c'est l'offre de LinkBinet. Je vais vous faire une démo qui est peut-être beaucoup plus utile pour vous, c'est sur Amazon. Alors Amazon, il suffit d'aller sur aws.amazon.com. Si vous avez déjà un compte sur le site retail amazon.com, vous pouvez l'utiliser pour AWS. AWS, c'est Amazon Web Services. Et donc là, on parle du cloud d'Amazon, qui est le plus gros cloud au monde. Je vais vous montrer la console. Alors déjà, sur les services, les serveurs, c'est EC2, mais on a tout un tas d'autres services dans le cloud, parce que le cloud ne se limite pas qu'à des machines. On a le Beanstalk, par exemple, qui est du PaaS. C'est de mettre à disposition des containers applicatifs, comme je vous parlais tout à l'heure, du Java, du PHP, etc. Donc ça, c'est fait en quelques clics. Voilà, je peux créer mon application. J'ai le S3, donc pour me créer des containers en fichier objet. Donc je vais pouvoir créer un container sur S3 et après avec mes applications en HTTP via les API aller pousser ou récupérer des fichiers de manière très simple.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la création d'une machine, comme je viens de le faire là sur... Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on est en train de faire sur l'interface là, on a la capacité de le faire via une API. Et il y a tout un tas d'écosystèmes de gens qui ont développé des solutions qui vont s'appuyer sur Amazon. Par exemple, des éditeurs de logiciels, vous êtes dans la BI, c'est ça, si j'ai bien compris. Voilà, vous voulez développer une solution qui va faire de l'analytique à un instant T pour un client, vous pouvez vous appuyer sur les API d'Amazon pour démarrer le temps des calculs dont vous avez besoin à X machines avec un nombre de processeurs de stockage désiré, faire votre calcul, arrêter les machines, et tout ça via un programme, sans avoir de connexion, enfin d'un humain derrière qui va déployer la machine. Donc ça c'est vraiment intéressant, parce que du coup ça va développer tout un écosystème de logiciels derrière qui vont pouvoir bénéficier de ces infrastructures, comme on a vu tout à l'heure, Dropbox qui a développé son offre, son produit à partir du cloud computing. Est-ce que oui. Les données sont volatiles ou pas? Alors ça dépend ce qu'on utilise. Si vous utilisez S3, il y a une durabilité, ce qu'on appelle la durabilité, de 11,9. C'est 99,9999999 11 fois, quoi. Donc le risque de perdre une donnée sur S3, il est infime. Et je crois qu'il y a plus d'1 milliard d'objets sur S3 qui sont stockés. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas perdu un seul. Donc non, c'est pas volatile. Après, on peut effectivement, si on utilise les stockages éphémères dont je parlais tout à l'heure, là oui, parce qu'après un reboot, ça part. Mais le risque du cloud, c'est de mal l'utiliser. Parce que, on l'a vu, hein, vous avez vu toute la page de service qu'il y avait tout à l'heure, on peut vite être perdu et vite faire n'importe quoi. On peut créer des machines sans sécurité avec des règles de firewall ouvertes à tout le monde. Après, si vous vous faites hacker, forcément, ou mettre des données sur des disques qui sont volatiles. Donc il y a une vraie connaissance, une vraie compétence à créer là-dessus. Et c'est des profils qui sont très recherchés en entreprise, justement, les gens qui maîtrisent le cloud computing. Parce que self-provisioning ne veut pas dire que c'est simple à utiliser. Et enfin, on peut le voir là. Si je veux démarrer une machine, je vais avoir accès à tout un tas d'éléments. Donc là, c'est l'AMI, c'est un peu mon catalogue de services, c'est le template de machine que je veux démarrer. Donc j'ai accès à un marketplace qui va me proposer tout un tas de types de machines, des Linux, des Windows, des Red Hat, etc. Donc je prends n'importe quoi. Après, je vais sélectionner mon type d'instance. Donc là, ça va être la taille. Là, c'est une micro, mais je pourrais choisir une machine qui est un peu plus grosse. Après, ça va être le réseau. Après, ça va être la règle de sécurité. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est assez long. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu les éléments. S'il y a un truc qui est important, regardez ici. Si je veux déployer une machine à Tokyo, hop, je choisis Tokyo. C'est le même principe. Hein, je démarre ma machine à Tokyo. Voilà. Donc le cloud computing, c'est ça. C'est mettre à disposition des clients un ensemble de ressources facilement, à portée de clic ou à portée de code, quand on veut l'utiliser via des API, pour pouvoir créer tout un tas de services autour. Oui. Sur le service, j'ai pas vu la possibilité de rajouter de la RAM. Pardon ? Rajouter de la RAM. En fait, sur Tunsi, ce qu'il faut savoir, c'est que Self-Deploy, derrière, va s'appuyer sur les infrastructures d'Amazon. La machine que j'ai déployée tout à l'heure dans Self-Deploy, derrière, nous, on a utilisé des API d'Amazon. Parce que quand j'y ai 10 000 machines, clairement, chez Link-Bynet, on a nos propres data centers, mais on n'a pas la capacité de les déployer. C'est pour ça que des sociétés comme Link-Bynet utilisent derrière les services de cloud computing d'Amazon pour elles-mêmes revendre du cloud computing. C'est ça qui est rigolo. Donc après, pour pouvoir changer la taille d'une instance, donc je retourne dans EC2. Donc là, j'ai démarré ma machine, elle est en Europe. Hop. Et donc là, il faut que je retrouve ma machine qui est quelque part. Je vais en prendre une autre ici qui est arrêtée. Et en fait, je fais un clic droit. Et je fais Change Instance Type. Et là, je peux choisir donc, de micro à toutes les gammes. Donc micro, small correspondent des tailles de CPU et de RAM. Donc une micro, c'est un ou deux vCPU et 600 et quelques mégas de RAM. Donc c'est pas beaucoup. Et après, ça multiplie par 2 en général. La small, c'est le double. Medium, c'est le double de la small, etc. Un PC typique, ce serait quoi, un medium? Parce que micro, donc c'est moins qu'un PC typique.
Alors, il n'y a pas... Alors, ça dépend vraiment de l'usage. En fait, c'est vrai que quand on compare ça à un PC de maison, c'est un peu particulier parce qu'un serveur n'a pas du tout le même usage qu'un PC de maison. C'est-à-dire qu'un serveur, si un PC de maison, quand on clique et que la souris n'est pas réactive au quart de milliseconde, on s'en rend compte tout de suite. Un serveur, si le traitement il met un quart de milliseconde en plus, bon, ça n'a pas forcément d'impact visuel sur l'utilisateur. Enfin, en tout cas, c'est pas évident. Donc effectivement, enfin, mon portable, par exemple, c'est l'équivalent d'une médium. Là. Mais en général, ce qu'on fait tourner sur le cloud, c'est plutôt des serveurs et pas des postes utilisateurs. Cela dit, c'est en train de changer avec le desktop as a service. C'était un des éléments que je présentais tout à l'heure. Où ça aussi, c'est une autre vague qui fait partie de la mobilité qu'apporte le cloud computing. C'est que mon bureau, là, au lieu d'avoir un ordinateur qui a tout mon environnement de travail avec mes autocollants, ma marque, etc., demain, je vais avoir un ordinateur qui va être une commodité. J'aurais même pu utiliser un ordinateur qui serait là, en libre service. Et mon bureau se trouverait dans le cloud, c'est ce qu'on appelle le desktop as a service ou le VDI. Et ce bureau dans le cloud, il est accessible de n'importe où. Mon ordinateur, c'est une commodité, donc je vais utiliser n'importe quel PC qui se trouverait là dans la salle et je vais avoir accès à l'ensemble de mon environnement de travail. Donc c'est un autre type d'usage que permet le cloud computing, la mobilité. Je vais retourner sur la presse, j'ai encore quelques éléments à vous montrer. Alors, il y a, je sais pas, vous connaissez OpenStack, vous en avez entendu parler? En fait, quand Amazon a sorti son offre, donc ça a commencé en 2006 avec S3, puis ça s'est agrandenté, etc. par la suite, il y a tous les concurrents qui se sont dit, bah mince, ils ont développé une solution, on ne sera jamais capable de les concurrencer. Donc il y a la NASA accompagnée de Rackspace et le consortium a grossi de plus en plus, qui ont décidé de créer une fondation qui s'appelle OpenStack, dont l'objectif est quelque part de reproduire ce que fait Amazon. Bon, ils ne le disent pas, mais quand on regarde dans les détails, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, c'est de mettre à disposition en open source une plateforme de cloud computing telle qu'Amazon. Donc aujourd'hui, il y a tous les plus grands acteurs du monde de l'informatique qui sont rattachés à ce consortium. Donc on a les HP, les Dell et compagnie, Microsoft, même VMware qui quelque part est un peu en concurrence avec ce type de fonctionnement, c'est intégré là-dedans. Et donc OpenStack, c'est, vous pouvez aujourd'hui monter un cloud à la maison, hein. Vous mettez 3 serveurs ou 3 PC chez vous, vous installez les éléments et on va retrouver l'ensemble des briques nécessaires à un cloud computing sur ce logiciel open source. Donc on a par exemple Nova qui est la partie compute, qui va aller piloter les hyperviseurs, donc ça peut être du KVM, du Xen, etc. On a le stockage objet qui est réalisé par OpenStack Swift, donc c'est une implémentation du stockage objet que vous pouvez réaliser vous-même via cette interface. Voilà, on a les EBS qui est les volumes standards de machines qui sont mis par Cinder. Enfin voilà, c'est vraiment une plateforme complète qui évolue énormément. Il y a une nouvelle release tous les 6 mois, donc ça bouge beaucoup. Donc je vous invite, si vous avez envie de monter un cloud, d'utiliser, de tester OpenStack, ou sinon d'aller directement sur Amazon, vous gagnerez du temps. Alors LinkByNet et le cloud. Alors déjà, je commence par la présentation de LinkByNet à la fin, mais je pense que c'est important d'avoir une visibilité sur ce qu'est le cloud avant de vous parler de LinkByNet. Donc aujourd'hui, on est 500 employés chez LinkByNet, on est répartis dans le monde. Hein. On a un site au Canada, un site à l'île Maurice, on a ouvert en Asie l'année dernière. On a plusieurs sites en France, à Lyon, à Nantes, etc. Donc 500 personnes. Une société qui a été créée en 2000 par 2 frères, Patrick et Stéphane Ezambert. On a à peu près 700 clients pour 7000 serveurs infogérés et on a un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Donc le métier de LinkByNet, il se trouve à plusieurs niveaux. Le premier niveau, historique, c'est l'hébergement. Donc c'était la petite brique externalisation dont je parlais tout à l'heure. On a nos propres data centers et on va héberger les infrastructures de nos clients dans nos propres salles. Ça, c'est le premier métier. Deuxième métier, c'est qu'on va infogérer ces briques. Et ça, je crois que même j'ai un slide juste après.
je vais avancer. Donc là, c'était la présence géographique. Voilà. Donc quelques clients, on travaille principalement avec des clients grands comptes. Donc on a des Saint-Gobain. Alors ce qui est intéressant, c'est par exemple sur Sodexo, Saint-Gobain, on héberge leur cloud privé. Donc c'est des clients qui ont plusieurs centaines de serveurs. Hein. Sodexo, c'est 800 serveurs chez LinkByNet. Donc on a construit une infrastructure de cloud privé qui est donc hébergée chez nous et qui est reliée directement avec leurs utilisateurs, mais aussi les utilisateurs externes. Par exemple sur Saint-Gobain, on a le site de La Paire qui tourne sur le cloud privé de Saint-Gobain, mais qui est distribué à l'extérieur. On infogère le plus gros site européen de e-commerce, Fnac. Je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais il est là encore. Et donc pour parler de nos métiers, donc voilà, on a un premier socle qui est l'infrastructure. Donc on a l'offre agile, c'est vraiment l'hébergement chez nous d'infrastructures. On a Smart Agile, c'est mettre à disposition des clients de la puissance de calcul et de stockage, mais dans le cloud, avec les mêmes niveaux de service qu'on a sur Agile. On a tout un tas de partenaires qui nous permettent d'interagir et de faire interagir ces environnements. C'est Lexis, j'en parlais tout à l'heure. Intercloud, c'est pour relier les clouds entre eux. Hop. Ensuite, on a une couche au-dessus qui va être l'orchestration. C'est qu'on va mettre en avant tous les processus d'automatisation. On a développé des logiciels qui se connectent sur tous les API de ces environnements pour piloter toutes ces infrastructures. Et on met le portail Self-Deploy, c'est ce que je vous ai présenté, à disposition de nos clients. Ensuite, on a une offre d'infogérance. Donc on va gérer 24 heures sur 24 le maintien en conditions opérationnelles des plateformes de nos clients, de leurs applications. Donc on va gérer la performance, la sécurité et la disponibilité des plateformes. Après, on a un axe solution où on va développer des solutions en mode SaaS, typiquement. Donc là, c'est le cas avec VDoc, où on a un éditeur traditionnel qui vendait du logiciel standard, qui voulait basculer dans le cloud et qui a fait appel à nous pour construire la solution. Ensuite, on a de l'expertise, évidemment. Depuis plus de 15 ans, enfin 14 ans qu'on gère ça, on a développé des expertises sur des applications très spécifiques. On gère du consulting. Et puis surtout, on englobe tout ça dans une gouvernance globale. Et voilà. Je tenais à vous remercier pour ce petit voyage dans le cloud. Alors, je sais que ça a été très rapide. Oui, on va pouvoir passer à des questions si vous voulez. Ça a été très rapide, mais c'est assez compliqué de pouvoir rentrer dans les détails de chaque élément. Maintenant, si vous voulez approfondir des choses, je suis à votre disposition.